Bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce 12e webinaire organisé par le COLAD et l'OCDE. Je suis le modérateur, je suis José Brambilla et je travaille pour l'OCDE, la Direction des échanges agriculture. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de partager de l'information euh, à vous tous sur ce que vous pouvez faire et devriez éviter de faire quand vous exportez vers des grands marchés, notamment l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, on va parler avec les réglementations de l'UE et notamment les politiques européennes et l'impact sur les chaînes de valeur fruits et légumes. Alors, je voudrais commencer par préciser que nous avons un service d'interprétation simultanée. Vous pouvez, au bas de votre écran, choisir le canal anglais ou français que vous voulez euh, suivre. Alors, nous aurons deux sessions aujourd'hui. Donc une qui va parler des évolutions réglementaires et ensuite nous parlerons de l'implication, de l'impact sur les producteurs et exportateurs. Nous allons avoir des présentations en série, 10 minutes. Donc nous allons prendre toutes les présentations, puis nous répondrons aux questions. Donc si vous avez des questions, merci de les écrire dans le chat et nous prendrons le temps donc d'y répondre. Si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr, nous les garderons pour y répondre ultérieurement et vous les envoyer aussi rapidement que possible. Alors, je vais maintenant passer la parole à Inès Bastos, qui est expert senior en développement commercial pour le Coladi. Inès, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, Alors certains, ce n'est pas le matin, mais c'est plutôt le soir ou l'après-midi. Donc en tout cas, d'où vous êtes, bienvenue à cette 12e session conjointe entre l'OCDE et euh, le COLEAD. Le sujet d'aujourd'hui est très important et critique même, hein, les politiques réglementaires euh, européennes et réglementations européennes qui impactent les chaînes valeurs des fruits et légumes. Alors bon, vous savez hein, que comment dire, nous travaillons beaucoup dans ce domaine au niveau de Coléade et avec le CD aussi. Donc on essaye d'aborder un petit peu tous les aspects qui pourraient rendre l'exportation vers le marché UE plus compliqué pour vous. Donc c'est l'accès à l'UE est finalement une opportunité hein, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup. Mais cet accès est comment dire, bien encadré. Il y a donc des politiques, des réglementations, des normes qui viennent le structurer. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces webinaires pour aborder tous ces aspects qui sont cruciaux, on va dire, pour vos activités. Donc voilà, comprendre la structure c'est bien sûr la conformité, c'est la durabilité, c'est comment dire, comment être un acteur à part entière dans ce secteur. Il s'agit aussi de bien comprendre que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir interagir dans un marché très important en respectant les différentes règles. Le rôle du COLEAD en termes d'assistance technique consiste à dire aux partenaires bénéficiaires, hein, aux membres, c'est qu'une fois que vous êtes prêt à accéder au marché UE, vous pouvez accéder à tous les autres marchés internationaux puisque le marché de l'UE met la barre très haut. Voilà. Donc, nous allons, comme il a dit, parler aujourd'hui donc des évolutions réglementaires. On va partager quelques bonnes pratiques parce que c'est important pour vous d'avoir le côté bien pratique, hein, justement. Et donc, en partageant ces histoires, on va dire, qui sont des témoignages, finalement, ça rend la chose beaucoup plus tangible pour tous. Voilà. Et j'aimerais remercier au nom de Coladé l'OCDE. Hein, c'est la 12e session conjointe. C'est très, très important pour nous. Et donc c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. J'aimerais remercier aussi
à tous les participants, les organisateurs, les orateurs, les participants. Voilà. Ce webinaire est une plateforme pour vous. Et comme on a cette session qui est organisée en ligne, bon, on ne voit pas tout le monde, c'est vrai, mais peut-être ce que nous pourrions faire, c'est de vous demander d'utiliser le chat pour vous présenter rapidement, nous dire d'où vous êtes. Donc vous pourriez indiquer votre nom, l'entreprise que vous représentez, le pays dans lequel vous êtes. Voilà. Donc avec ceci, je remercie encore une fois José et je vous rends la parole. Très bien, merci beaucoup Inès. Alors, comme il a été anticipé et comme il a été dit, nous avons deux sessions. Donc nous allons commencer avec la première session qui concerne donc les développements réglementaires et leur impact sur le secteur des fruits et légumes. Alors, notre premier orateur est Andrea Barrios. Andrea Barrios est spécialiste des relations internationales. Elle est titulaire d'un doctorat en droit international. Elle possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le commerce international, la normalisation, la réglementation, les partenariats et la coopération multilatérale. Elle a dirigé des programmes et des partenariats stratégiques dans le cadre d'organisations internationales notamment l'OMS, le CNUSED, euh, l'OIT aussi. Et au sein du gouvernement mexicain, au ministère de l'économie, elle a été directrice de la normalisation internationale de 2011 à 2013 et présidente du comité du Codex pour les fruits et légumes frais. Elle a travaillé à l'ISO en tant que responsable des adhésions et des relations extérieures. Elle a dirigé les relations notamment de l'ISO avec les organisations telles que l'OMC, l'OCDE et les agences des Nations Unies. Et auparavant, elle était conseillère du secrétaire général adjoint de l'ISO. Voilà. Alors, Andrea a une présentation pour nous. Donc, Andrea, vous avez 10 minutes et vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Donnez-moi juste un instant pour que je puisse partager ma présentation. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, encore une fois, bonjour à vous tous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Agrinfo, qui est un outil développé par le COLEAD et financé par l'Union européenne. Alors, Agrinfo est un système d'information, donc qui est financé par l'UE, comme je l'ai dit. C'est très important de le mentionner parce que, en fait, tous les services que nous fournissons sont gratuits. Notre objectif est de fournir des informations actualisées sur toutes les modifications récentes, Euh, donc les modifications récentes et à venir des règles de l'UE ayant un impact sur les chaînes de valeur agroalimentaires et halieutiques. Alors, le COLED est une organisation du secteur privé à but non lucratif basée à Bruxelles qui gère des programmes de développement dans le secteur agricole et alimentaire et principalement dans les États ACP, donc continent africain et le Pacifique. Nous sommes financés par des bailleurs de fonds, parmi lesquels l'UE est le plus important. Alors, notre public cible, ce sont les autorités gouvernementales, les organisations de producteurs et d'exportateurs, les producteurs, les exportateurs, les agriculteurs, principalement issus des pays à faible et moyen revenus. Alors, pourquoi avons-nous créé Agrinfo? Alors, comme vous le savez probablement, l'Union européenne a voté donc ce qu'on appelle le Green Deal européen. Donc l'idée ou l'objectif de ce Green Deal, c'est de d'avoir un système alimentaire qui est sain pour les personnes et pour la planète. Ceci nécessite donc une évolution, des nouvelles règles, des règles plus strictes et des demandes d'informations supplémentaires. Et donc, voilà, il y a des règles auxquelles il faut se conformer pour accéder au marché de l'Union européenne. Alors, quel est le rôle d'Agrafo dans tout ça? Nous calculons plus ou moins que l'UE introduit plus ou moins 180 nouvelles règles ou modifications dans le domaine agroalimentaire chaque année. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous suivons tous ces changements. Donc mes collègues, par exemple,
passe en revue tous les matins les informations publiées par l'Union européenne. Et ceci nous permet ensuite de consolider cette information. Bien que l'Union européenne soit bien transparente et que vous pouvez accéder toute l'information nécessaire, c'est assez compliqué quand on est seul de bien euh, collecter et comprendre si on a toute l'information. Voilà. Donc nous faisons ça, nous consolidons cette information. Et finalement, ce que nous faisons aussi, le Collé AD, avec Agrafo, c'est que nous simplifions ces informations. Nous fournissons des explications claires, simples et concises sur les règles qui changent afin que les personnes puissent comprendre ce qui change, quelle est l'implication sur leur activité et ce qu'ils doivent faire pour s'assurer de ne pas interrompre le flux de marchandises. Alors, quel type d'informations trouve-t-on sur la plateforme Agrafo? Eh bien, les mises à jour sur ce qu'on appelle le CS3D, des informations sur notamment les emballages en plastique, puisqu'il va y avoir une interdiction sur ces emballages en plastique à usage unique pour les produits frais. On a également un guide à l'attention des opérateurs et des groupements biologiques notamment. Vous y trouverez des études sur les nouvelles règles de l'UE, sur les emballages, les déchets d'emballage. Euh, on fait également euh, des webinaires de formation sur le système Trace. Euh, on organise aussi, comment dire, des sessions. Par exemple, ce matin, on avait une session sur les nouvelles règles de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballage. L'année dernière, on a eu donc des sessions de formation sur Trace, sur les hydrocarbures pardon, d'huile minérale dans les denrées alimentaires, sur l'interdiction de l'utilisation du BPA. Voilà. Euh, ah oui. Et alors récemment, nous avons lancé un système qu'on appelle euh, comment dire, l'outil de traçage pour les LMR pesticides. Alors, Agrinfo permet d'accéder à des registres dans lesquels vous avez donc les réglementations existantes avec les modifications, ce qui va changer, pourquoi c'est important. Vous y trouvez également les webinaires, vous y trouvez également les guides et explications. On a également un service d'assistance. Si vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un email et nous y répondrons. Nous donnons également accès à des mises à jour, les mises à jour à Grafo. Nous publions également une petite lettre avec un abonnement gratuit. Et d'ailleurs, toute l'information sur Agrafo est accessible en espagnol, en portugais et en français. Alors, ce sont des traductions qui sont générées par IA. Et bien sûr, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Vous avez l'email à l'écran, on va le mettre également dans le chat. Et voilà. Et donc, vous n'hésitez pas à nous contacter. Alors, maintenant, je vais essayer de vous faire visiter la plateforme. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien le site? Non, on voit pas le site. On est encore sur les diapos. Alors, attendez, dans ces cas-là, je vais y aller avec vous. Donc, normalement, vous devriez voir la page web Agrafo. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, si vous cliquez ici, donc là, vous avez le petit onglet assistance. Vous pouvez remplir ici les informations, la question que vous voulez poser. Et on vous répond plus ou moins dans la semaine. Alors bien sûr, ça dépend aussi de la question. Si la question est plus compliquée, ça pourrait mettre un peu plus de temps. Ensuite, vous pouvez ici vous enregistrer ici pour recevoir notre lettre d'information. Voilà, donc là aussi, il faut s'inscrire. Donc à quoi ressemble notre lettre d'info? Donc quand, quand vous recevez cette lettre d'information, vous recevez quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous avez une petite introduction.
ce que contient cette lettre, ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours, en termes de contrôle préalable. Parfois, il y a des changements. Ici, en l'occurrence, vous avez ici la vision de l'UE sur la pêche, quelques informations sur les pesticides. Ici, vous avez des informations concernant les biotechnologies, les contrôles santé animale. Voilà. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, cliquer ici sur les contrôles santé euh, animale. Et donc ici, vous arrivez donc à cette page. Sur cette page, vous avez un petit résumé. Vous pouvez accéder au rapport dans son intégralité. Le rapport dans l'intégralité vous donne les mises à jour, ce qui change, l'impact sur, ou les produits plutôt qui sont impactés, ce qui change vraiment, quel est le délai de la mise en œuvre de ces changements, quelles sont les actions recommandées pour vous. Après, vous avez quelques informations aussi qui expliquent d'où viennent ces différents changements, ce qui explique ces changements, quels sont les articles de loi aussi auxquels on peut faire référence. Euh, Ensuite, vous pouvez accéder aussi à une version un peu plus courte et concise hein, de ce rapport. Voilà. Et comme je l'ai mentionné probablement, nous organisons des webinaires. Donc plusieurs par an, et quatre. Donc ici, vous avez les webinaires passés, tous les enregistrements de ces webinaires parce qu'ils sont enregistrés. Donc par exemple, si on choisit ici, vous avez le résumé, vous avez les ressources qui sont disponibles encore une fois en français, anglais, espagnol et portugais. Vous avez les vidéos, vous avez les diapos et nous publions également les questions-réponses. Donc s'il y a beaucoup de questions-réponses, vous pouvez y accéder ici pour tous les webinaires en anglais, français et espagnol. Donc si on retourne à la page d'accueil, vous avez ici donc les publications d'Agrafo. Donc il y a un certain nombre de sujets, bien sûr, comme vous le voyez ici, les politiques de l'UE, les exportations dans le secteur agricole, enfin voilà. Et donc l'idée est de vulgariser au maximum pour rendre cette information facile à comprendre hein, par tous. Et surtout, ce qui est important, nous avons un moteur de recherche. Donc, vous pouvez rechercher tout ce que nous avons, comment dire, vous pouvez rechercher dans toutes nos publications des précédentes années avec cet outil de recherche. Donc, vous tapez un mot-clé donc si on prend par exemple ici le miel, voilà. Ici, vous allez voir apparaître toutes les différentes publications sur Agrafo en lien avec le miel. Donc voilà, vous avez quelques exemples qui apparaissent ici, notamment sur les LMR. Donc si on clique ici, vous avez l'information donc en français, portugais ou espagnol, en plus de l'anglais. Donc là, on va essayer avec le français. Par exemple, ici, vous voyez, toc, la page se traduit. Donc vous avez donc le résumé. Donc vous pouvez accéder au rapport complet. Euh, bon, je vais aller un petit peu plus long en effet, parce que il est assez explicatif. Vous avez accès à toute l'information encore une fois ici. C'est important pour moi d'insister sur le fait que toutes les ressources auxquelles vous avez accès sur Agrafo sont dans le domaine public, sont gratuites. C'est pour vous. Et si vous avez davantage de questions, vous pouvez toujours nous contacter par le service d'assistance. Euh, et alors maintenant, l'outil de traçabilité. Donc, l'UE a une plateforme où elle publie hein, toutes ces substances et ces limites. Mais le site de l'UE le fait par substance. Nous le faisons par produit. Parce qu'en fait, c'est pour vous, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les produits qui sont impactés. Est-ce que ce sont vos produits qui sont impactés? Et donc, si on vérifie ici, par exemple, pour les mandarines, donc vous avez ici donc
les limites existantes, les limites à venir. Euh, alors, donc là, il n'y a pas de changement récent. Et puis ici, en bleu, vous voyez les changements à venir. Donc, ils sont en train d'être discutés. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet, pourquoi pas, de faire des commentaires. Donc, vous pouvez, par exemple, accéder ici au rapport. Donc, si on prend... bon, je vais même pas essayer de le lire, hein. Mais donc, si vous cliquez ici, vous voyez donc dans le rapport complet si on peut encore partager des commentaires. Donc, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de produits hein, qui seront impactés. Donc, bon, donc ici on peut plus participer, plus commander. Mais bon, voilà, il y a d'autres cas où on peut, pourquoi pas, commenter. Donc, vous pouvez commenter. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, voilà. Euh, donc en quelques mots, notre plateforme Agrafo, donc n'hésitez pas à la visiter et à l'utiliser autant que vous voulez. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Andrea. Souvenez-vous, si vous avez des questions, bien sûr, à la fin du séminaire, on essaiera d'y répondre si vous avez posé des questions dans le chat. On va passer à notre prochain orateur, Jane Richardson, qui travaille ici à l'OCDE. Jane est titulaire d'un diplôme en biologie moléculaire de l'Université d'Édimbourg et elle est également titulaire d'un doctorat en microbiologie de l'Imperial College de Londres. Elle a précédemment travaillé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments et est actuellement administratrice principale du groupe de travail sur les pesticides, du groupe de travail sur la sécurité des nouveaux aliments et aliments pour animaux, et du groupe de travail sur l'harmonisation et de la surveillance réglementaire en biotechnologie de l'OCDE. Nous sommes ravis d'avoir Jane avec nous aujourd'hui. Jane, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, nous les voyons. Bien, donc je suis en charge pour la partie pesticides, Working Party Pesticides à l'OCDE. Et nous avons deux groupes d'experts. Et je pensais que je pourrais vous montrer un petit peu les travaux de ces groupes d'experts. Et si jamais ils vous intéressent, vous pourrez toujours revenir vers nous et on vous donnera plus d'informations. Donc, nous avons un groupe d'experts sur les résidus chimiques et nous avons également mis en place un groupe pilote sur les pesticides. Alors, une de nos publications, c'est une publication sur les tests sur les différentes cultures. Et donc, ces essais sur culture, eh bien, sont menés afin de déterminer si la quantité de pesticides ou de résidus de pesticides dans les produits agricoles sont acceptables. Et donc, ces données ensuite sont utilisées pour mettre en place des limites maximum de résidus. Et donc, vous pouvez avoir accès aux documents, donc au guide de l'OCDE pour vous montrer un petit peu comment on peut mener des essais sur les cultures, quand bien même on reconnaît que c'est une activité assez onéreuse. Nous sommes également en charge de maintenir la calculatrice sur les LMR de l'OCDE afin d'harmoniser les calculs de LMR à travers les différents pays de l'OCDE. Et donc, cette calculatrice a été mise en place pour harmoniser le calcul de ces limites. Et ces limites sont ensuite utilisées pour comparer et euh, parce que les différents niveaux peuvent ensuite causer des problèmes au niveau du commerce. Donc, vous pouvez télécharger cette calculatrice et vous pouvez faire un calcul de LMR à appliquer à telle ou telle culture. Donc c'est un document Excel, donc il n'a pas besoin de beaucoup d'expertise pour pouvoir l'utiliser. Si on suit bien les instructions, ça devrait être faisable par la plupart des personnes. Ces LMR
font en sorte que tous les résidus présents dans les aliments sont en dessous des niveaux considérés donc comme sûrs pour les personnes, y compris pour les groupes vulnérables. Donc c'est pour cela on met en place des LMR et on veut faire en sorte que lorsque les gens utilisent des pesticides, que les niveaux utilisés soient sûrs pour la population générale. Bien. Alors, au sein des groupes de pesticides biologiques, on se demande s'il n'y a pas un système de gestion donc des ravageurs qui pourrait être fait à partir donc de dérivés naturels. En règle générale, ces pesticides biologiques sont moins toxiques que les pesticides conventionnels. Ils peuvent être utilisés de façon efficace en petite quantité. Donc, le mode d'action du ravageur est souvent complexe, ce qui réduit le risque de développement de résistance. Et en règle générale, ils se dégradent assez rapidement et ne sont pas persistants dans l'environnement lorsqu'on les utilise euh, comme un composante d'un programme de gestion des ravageurs. Ces programmes peuvent permettre de réduire l'utilisation des pesticides conventionnels. Franchement, c'est pas nouveau. On a déjà de nombreux cas de ce type de solution, notamment pour lutter contre, par exemple, je sais pas, les des différentes ravageurs qui peuvent causer des problèmes dans les cultures. Et donc, si vous voulez, on utilise des informations déjà existantes et puis on essaye de développer le tout. Mais bien sûr, parfois, il arrive qu'on ait besoin de plus d'informations sur comment on peut utiliser ces biopesticides. Et donc, ce groupe sur les biopesticides a mis en place, a collecté des informations et a mis en place un tableau de bord auquel vous pouvez accéder à partir du lien dans la diapo qui sera partagée après, j'espère, et qui vous donne des informations sur les guides existants de l'OCDE ou d'autres sources pour, ma foi, arriver à donc être en conformité. Les volumes euh, sont assez différents, euh, mais l'information clé à obtenir est toujours difficile et donc on a mis en place ce tableau de bord et l'idée de ce tableau de bord, c'est d'aider les régulateurs à avoir des informations structurées qui pourraient également aider donc à l'adaptation et l'adoption des biopesticides comme alternative aux pesticides conventionnels. Il y a des travaux donc en cours euh, sur donc des formulations qui sont c'est en train de devenir une technique assez commune hein, pour mettre en place des évaluations de risque et de sécurité. Et donc c'est un travail en cours et donc nous travaillons dessus. Bien, alors je voulais également vous informer de certaines publications qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc ici, nous avons quelques exemples. Alors, il y a plus d'informations hein, sur le site internet hein, du groupe Biopesticides, mais par exemple, euh, les bactériophages euh, ont, il y a très peu d'espèces d'un même genre, et donc si il y a des spécies vraiment très particulières et qui signifie qu'ils vont pas affecter certains organismes autres que leurs hôtes. Et donc, on voit que ces produits biologiques peuvent nous aider si on a un plan pour l'agriculture durable et ont également le potentiel de réduire l'utilisation des pesticides chimiques conventionnels. Et ici, je vous ai mis un lien vers un document qui vous explique un petit peu comment tester selon les modalités mises en place par l'OCDE. Donc voilà, ça c'était ma diapo. Merci beaucoup.
de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Oui, merci beaucoup, Jane. Encore une fois, si nous avons des questions pour Jane, à la fin de la session, nous aurons l'occasion d'y répondre. Nous passons au prochain orateur, Monsieur Charles Bensa, qui travaille pour l'Université d'Essex. Alors, Charles Bensa est un chercheur en développement durable et un auteur spécialisé dans la gestion des déchets, la responsabilité des entreprises et le développement des capacités. Ses travaux portent sur les transitions vers l'économie circulaire, les systèmes de développement durable, la conception et la mise en œuvre de projets, l'apprentissage et l'assurance qualité, ainsi que l'évaluation de programmes. Il a contribué à des initiatives en matière de décarbonisation, de neutralité carbone et de gestion des déchets en soutenant l'élaboration de rapports sur le développement durable, la révision des politiques et le développement des ressources pratiques d'aide à la décision et d'apprentissage. Il participe également à des initiatives qui promeuvent l'éducation au développement durable et le développement des carrières. Charles est titulaire d'un MBA et est actuellement chercheur doctorant à l'Université d'Essex, où ses recherches portent sur la gouvernance de la durabilité et la responsabilité en matière de déchets plastiques. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Charles. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de faire cette présentation ici et merci pour vos contributions. Donc aujourd'hui, je vais me pencher donc sur les emballages et les réformes sur la durabilité environnementale, comment les produits frais et le commerce des légumes donc et des produits frais est impacté par cela. Avant de commencer, il y a énormément de réformes qui affectent l'emballage des fruits et légumes et je suis sûr que Agrinfo et le Coladé ont des sessions sur ce sujet. Et donc, je vais me pencher donc sur la réglementation, sur les gaspillages d'emballage. Et sûr que le Coladé est au courant. Donc, je vais faire une petite session sur les emballages et la réglementation sur les déchets et l'utilisation des plastiques par rapport à leur recyclabilité, par rapport à leur sécurité. Et on va voir un petit peu comment cette réglementation a ou va impacter le commerce par rapport aux produits, aux chaînes d'approvisionnement, aux coûts et également par rapport aux conséquences pratiques. On verra également quelles sont les exigences et les obligations pour les acheteurs et les quelques actions clés pour le secteur. Donc, qu'est-ce que c'est que l'emballage et cette réglementation sur les emballages et la gestion de leurs déchets ou des déchets d'emballage? Donc, c'est une directive donc qui a trait donc au gaspillage lié à l'utilisation d'emballage. Et cette réglementation est maintenant uniformisée et tout le monde et tous les pays qui qui veulent envoyer des produits vers le marché européen doivent être au courant et appliquer et respecter ces réglementations. Mais qu'est-ce qui a changé? Diapo suivante. Oui, merci. Donc, il y a donc un certain nombre de changements qui affectent les produits frais. Nous allons commencer par nous pencher sur les mesures de réduction de plastique. Il y a un certain nombre de restrictions sur l'utilisation de plastique, l'utilisation unique de certains plastiques. Et on a essayé de réduire l'utilisation de certains formats plastiques à usage unique pour les produits frais vendus par unité de moins de 1,5 kg. Et donc les petits sacs. Vous savez, les petits sacs légers ou les petits plateaux. Donc, les produits frais, les fruits légumes, par exemple, quand vous allez dans votre supermarché local, vous verrez donc les raisins ou les fraises qu'on retrouve dans des petites barquettes légères. Et on a des restrictions à ce niveau-là.
Et l'idée a été donc d'exclure certains usages. Euh, euh, donc pour certaines unités, on a une limite à 1,5 kg. Donc la question a été de comment faire pour réduire le plastique. Donc la commission va présenter une liste d'exemptions. Euh, Parce qu'il y a certains produits où le plastique demeure nécessaire. Donc même s'il y a des mesures pour réduire les plastiques, l'utilisation de plastique, certains donc produits frais, il y aura donc une liste d'exemptions pour toute l'Union européenne. Et cette liste va cibler donc ces plastiques qui sont nécessaires pour des raisons d'hygiène, de sécurité, et pour des questions donc de durée de vie et donc de sécurité, de santé. Donc, les règles changent, mais en ce qui concerne la réduction de l'utilisation de plastique, il y a des choses à considérer. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer notre approche des exigences de recyclabilité? Alors, il faut savoir que tout emballage qui entre le marché européen doit respecter un certain minimum doit correspondre à un niveau de recyclabilité minimum. Il y a une notification et avec des grades A, B, C, D. Et donc, parce que il faut que les emballages puissent être recyclés, collectés au sein du marché du système de l'Union européenne. Et donc, il y aura donc une note de performance minimale et il faut le garder à l'esprit. Il y aura également, donc, pour les produits frais qui sont sur le marché, on essaye d'utiliser des structures qui permettent de maintenir le cycle de vie du produit. Et donc, il y a également les structures MAP. Et ces structures MAP, il y a les traitements de surface et autres qui font que ils sont difficiles à recycler. Et donc, avec la nouvelle réglementation, ces produits risquent d'être considérés comme non recyclables et donc ils seront sous pression et il faudra les remplacer pour des questions donc de respect des niveaux de recyclabilité. Et l'Union européenne est en train d'essayer de passer vers des emballages monomatériaux. Autrement dit, tous les PET, tous les PE, toutes les structures PP, eh bien, seront plus faciles à trier et à recycler. Ensuite, il y a tout ce qui est donc euh, sécurité chimique et affichage. Donc, il y a un certain nombre de produits qui ne doivent pas rentrer sur le marché. Et donc, que fait l'Union européenne ou le PPR? Eh bien, il y a un certain nombre de limites appliquées à tous les emballages ou à tous les aliments en contact avec les emballages. Et donc, il y a des limites. Et bien sûr, il faut des étiquettes compostables qu'on trouve en principe sur les produits frais. Donc, il faut que ce soit compostable, ces étiquettes, parce que euh, souvent, il y a des étiquettes non compostables qui rendent le recyclage très difficile. Ensuite, on a l'introduction donc d'une harmonisation des étiquetages au niveau de l'Union européenne. Et donc, ceci permettra permettra de trier beaucoup plus facilement, de façon plus pertinente à travers tout le marché de l'Union européenne. Merci beaucoup. Diapo suivante. Bien. Donc, quels sont les impacts de ces nouvelles réglementations sur les produits? Alors, il y a des produits tels que les tomates, les avocats,
comme l'ail, les oignons, ces produits seront impactés par la réforme. Et ces produits feront face à des restrictions dont nous avons déjà parlé, parce que ces produits utilisent des filets plastiques, oui, des filets, des petits plateaux en plastique, et donc ils seront impactés par ces restrictions sur les plastiques. Les produits tels que les raisins, les baies, les cerises, euh, les herbes, les salades euh, seront impactés par donc les exigences de recyclabilité dont on a parlé. Et donc les exportateurs doivent être conscients de cela. Ils doivent savoir quel est l'impact que cela aura sur le marché et l'impact aura cette réforme. Alors, il faut savoir que la plupart de ces réformes seront appliquées, hein, à savoir donc les restrictions plastiques et les questions de recyclage. Donc tout ça, ça sera appliqué. Donc ce seront des exigences euh, qui auront un impact sur vos affaires. Et tous les produits frais utilisent des limites PFAS. Donc il faut garder à l'esprit que les produits frais, tous les produits frais seront impactés. Il leur faudra des étiquetages PLU compostables et tous les produits qui ont cet étiquetage PLU, il faudra le garder à l'esprit. Parce que, bien sûr, il faudra donc être en conformité. Concernant la chaîne d'approvisionnement, quel sera l'impact? Alors, nous savons que la plupart des produits frais qui sont présentés au marché de l'Union européenne viennent d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Et sont souvent protégés par par des emballages parce que le temps de transit est assez long. Et donc ces personnes, ces fournisseurs, ces exportateurs, euh, eh bien, sont confrontés à des risques disproportionnés. Pas seulement à cause des règles ou des réformes elles-mêmes, mais à cause des variables qui n'existent pas encore. Et donc il faut savoir que pour les exports, eh bien, les chaînes d'approvisionnement seront impactées euh, par parce qu'il leur faut maintenir la qualité à long terme. Alors, quels seront donc le coût et l'impact opérationnel? Alors, avec ce changement de réglementaire, il va y avoir des changements dans les emballages, oui, avec des coûts. Et ces coûts qui sont réels. Il faut que nous prenions en compte que euh, l'investissement doit être pris en compte avec le coût. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte l'impact sur l'accès au marché. Quel est l'impact sur les produits frais? Alors, les acheteurs vont, comment dire, exiger davantage de documents, hein, attestant de la recyclabilité, que les tests PFAS ont été faits, qu'il y a la traçabilité au niveau nécessaire. Voilà. Et un certain nombre d'exportateurs seront retirés des listes, n'auront plus accès, si vous voulez, si il y a des manquements à ces exigences. Euh, donc, il faut vraiment s'assurer que tout ceci est bien pris en compte. Alors, diapo suivante. Alors, donc, qu'est-ce que les exportateurs, qu'est-ce que, que doivent faire les exportateurs, d'accord? Quel est l'impact concret pour eux? Alors, avant de faire les changements, il faut bien comprendre l'empreinte de l'emballage. Donc, il faut répertorier tous les formats de tous les produits exportés vers l'UE, identifier les formats prioritaires, il faut identifier les plastiques, les fils multicouches, les revêtements qui sont pris en compte, d'accord? Une fois
que ceci est fait, il faut ensuite préciser, on va dire, l'impact que ces matériaux peuvent avoir sur leur activité. Donc, encore une fois, là, on parle de plastique, des films, voilà. Et l'impact en lien avec les formats qui ont été répertoriés. Pour prendre en compte les règles. Oui. Et une fois qu'ils ont identifié donc les plastiques, les exportateurs doivent maintenant s'assurer que les formats susceptibles de ne pas respecter les règles PPWR, donc tout ce qui est difficile à recycler, voilà, et ça doit être identifié le plus rapidement possible afin de prioriser le travail de conception à prévoir sur ces emballages afin d'éviter d'être radiés des listes d'accès. Ensuite, il faut renforcer la conformité de la documentation. Donc, conserver les rapports d'essai et les certificats relatifs au PFAS. Ça, c'est très important. Les exportateurs doivent également s'assurer qu'ils savent exactement quels sont les cahiers des charges en termes d'emballage et les dossiers techniques. Il faut assurer la traçabilité, encore une fois, complète des matériaux et des fournisseurs. Les exportateurs doivent, donc encore une fois, hein, c'est important que cette traçabilité est complète. D'où viennent les matériaux? Qui est le fournisseur? Et ceci assure aux exportateurs que comment dire, que leur accès au marché UE ne sera pas compliqué. Ensuite, il faut repenser rapidement les formats à haut risque afin d'être en conformité avec les règles du PPWR. Donc, il faut, entre autres, privilégier les plastiques légers et les films multicouches. Euh, Parce que ces formats auront un niveau de recyclabilité plus haut. Euh, en- il faut également prendre en compte qu'il y a comment dire, un mouvement vers les structures monomatérielles, pardon, recyclables. Et parce que, bon, ils sont plus faciles dans comment dire, dans le cycle de recyclabilité. Alors, on va pas dire que tous les exploitateurs doivent faire ce changement immédiatement. Non. En fait, il faut prendre en compte euh, que ceci va pouvoir arriver et ça permet d'être dans une position plus confortable quand les changements sont pris en compte. Et remplacer les étiquettes PLU qui ne sont pas compostables aussi. Ça, c'est très important. Alors finalement, on a aussi donc la quatrième étape qui est de prendre contact avec les acheteurs européens dès que possible pour partager de manière proactive les spécifications concernant les emballages, les résultats d'audit aussi. Euh, c'est d'une part obligatoire, mais c'est surtout que c'est important dans votre interaction. Il faut s'accorder avec les acheteurs sur les formats acceptables et les délais de transition aussi. Et puis finalement, il faut discuter du partage des coûts pour la refonte. Euh, ça va être important, hein. Tous ces changements sont très importants. Et cette transition, euh, euh, cette transition est importante. Et faire les tests et la certification. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que ceci implique, tout ceci implique pour les acheteurs? Alors, les acheteurs doivent s'assurer qu'ils intègrent les critères de recyclabilité dans les normes d'approvisionnement, dans les, les, les- les codes de bonne pratique, parce que euh, c'est ça qui va permettre de mieux organiser, on va dire, le secteur. Ils doivent également intégrer les limites relatives au PFAS et les règles concernant les étiquettes compostables en tant que clause
contractuelle. Les acheteurs doivent également demander aux fournisseurs la documentation complète relative aux emballages. Il ne faut pas attendre que ce soit les exploitants qui le fassent. Il faut que eux-mêmes demandent. Les acheteurs doivent également apporter leur soutien aux exportateurs dans cette transition. Les exportateurs ne peuvent pas faire tout ceci seuls. Le changement des emballages est quelque chose qui doit être fait ensemble. Il faut que les fournisseurs aient des spécifications, un cahier des charges, disons, clair et des conseils techniques de la part des acheteurs. Euh, les essais doivent être faits conjointement entre les acheteurs et les fournisseurs afin de réduire, on va dire, les contraintes, afin de s'assurer que les, la conformité soit respectée. Et alors finalement, mais justement, le risque de conformité. Les acheteurs doivent s'assurer qu'ils vérifient aussitôt que possible que les emballages sont conformes aux règles de l'UE en matière de recyclabilité et d'étiquetage. Et il faut que ce soit fait dès que possible, avant même de donner les contrats. Il faut s'assurer que les règles euh, comment dire, sont respectées, qu'il y a ces conformités avec le PPWR. Ça, c'est très très important d'intégrer cette conformité. Merci beaucoup. Diapo suivante, c'est la dernière d'ailleurs. Alors, quelles sont les mesures clés donc pour notre secteur? Bon, eh bien, pour, pour, euh, pour le secteur, donc prenons en compte donc acheteurs, fournisseurs, tout le monde finalement, hein, il faut que nous nous assurions que les emballages sont visibles avec une transparence totale sur les matériaux, sur les structures, la conformité. Il faut que cette conformité soit visible tout le long du cycle de vie, on va dire, du produit. Et il faut s'assurer que pour beaucoup de chaînes de valeur, euh, il y a une vue consolidée des matériaux utilisés dans les emballages. Et donc, il faut s'assurer dans notre secteur qu'il y ait cette transparence. Euh, il faut s'assurer que l'on comprenne bien et facilement quels emballages sont recyclables, ce qu'il en est par rapport au PFAS. Et il faut s'assurer que tout ceci soit fait aussi rapidement que possible. Il faut repenser aussi rapidement que possible les formats à haut risque. Il faut que cette priorisation euh, des plastiques légers, des films multicouches, des étiquettes PLU soit faite rapidement. Si vous êtes un acheteur, si vous êtes un fournisseur, il faut que vous ayez à l'esprit que ceci va entrer en vigueur très rapidement. Et donc, il ne faut pas attendre 2030 avant de se lancer. Parce que si c'est ce qui se passe, les restrictions vont être bien plus importantes. Euh, les pénalités seront beaucoup plus importantes aussi. Et c'est la recherche, le développement, donc la R&D, hein, qui est faite en amont, qui va permettre comment dire, de s'insérer dans ces nouvelles règles, et dans ce nouveau, dans cette nouvelle configuration. Et finalement, il faut renforcer la collaboration entre les acheteurs et les fournisseurs. J'entends par là l'importance de partager les données, de partager les calendriers, euh, de partager les investissements. Il faut s'assurer que comment dire, tous les défis, tous les problèmes auxquels on pourrait faire face sont abordés ensemble aussi rapidement que possible. Voilà. Et pour s'assurer que cette collaboration, que cette relation soit la plus efficace possible, il faut la confiance. Et donc, il faut renforcer la collaboration. Tout investissement est nécessaire, le secteur doit l'avoir à l'esprit.
C'est important de faire ça ensemble. Et avec ceci, merci beaucoup et je rends la parole au modérateur. Merci. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième section de notre webinaire. Donc, on a entendu parler des approches institutionnelles, hein, la côté réglementaire. Et donc maintenant, on va parler de l'impact sur les producteurs et importateurs. Et nous avons Fali Rassa Amini qui est avec nous. Et donc, Fali Rassami Manana est le directeur général de Fali Export, une entreprise qui est basée à Madagascar et qui est spécialisée dans l'exportation de fruits frais, en particulier le litchi vers les marchés internationaux. Beaucoup d'expérience hein, dans le secteur de l'exportation horticole. Fali travaille en étroite collaboration avec les producteurs, les exportateurs, les acheteurs internationaux et renforce avec eux la gestion de la qualité, la traçabilité et la conformité aux exigences des marchés internationaux. Il s'engage également dans le renforcement des coopératives de producteurs, permettant aux petits exploitants de travailler ensemble, de mutualiser leurs moyens, de réduire les coûts de production et d'améliorer leur compétitivité sur les marchés d'exportation. À travers ces initiatives, il contribue à améliorer la durabilité et la performance des chaînes de valeur d'exportation de fruits à Madagascar. Monsieur Fali, vous avez la parole. Je suis Fal Rassamman, le président directeur général du groupe Fali Export. Donc, ma présentation, ça consiste comment faciliter l'accès au marché des petits producteurs par rapport aux exigences du marché de l'Union européenne actuellement, à travers donc un système qui s'appelle SPG FIAVAN. C'est un système participatif de garantie. Donc, le FIAVAN, qu'est-ce que c'est? Le FIAVAN, c'est une valeur qui pousse les Malgaches à s'entraider, à respecter les relations familiales et sociales et surtout privilégier l'unité et les cohésions de la communauté. Donc, à Madagascar, ce FIAVAN, elle est sacrée. Et donc, si on arrive à le restaurer, donc ça va améliorer donc tout ce qui est bonne pratique à Madagascar. Donc voilà le SPG, le système participatif de garantie. Donc c'est une innovation sociale. Voilà. C'est une innovation sociale fusionnant tradition culturelle et la nouvelle technologie et le standard international. Donc, le SPG FIAVAN, donc, c'est un système participatif de garantie, comme il était dit tout à l'heure, et ça persiste, ça consiste, excusez-moi, à la culturation et la traçabilité du système de normes bio. Donc, pourquoi on a échoué jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a la fracture économique, tellement la certification, ça coûte cher, surtout aux petits producteurs. Des fois, le coût, c'est prohibitif parce que ça dépasse souvent le revenu annuel d'un ménage agricole. La deuxième cause aussi, c'est l'inadiquation culturelle parce que la plupart du temps, donc, les petits producteurs, ils sont des analphabètes et ils ont du mal à lire. Et donc, c'est ça qui a empêché donc l'accès au marché auparavant. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a mis en place ce système pour répondre à tous ces problèmes. Donc, ce qu'on a fait en premier lieu, donc, c'est la culturation du système, c'est-à-dire l'ancrage dans la tradition malgache pour créer une garantie participative authentique.
Donc, dans l'acculturation du système, donc, à Madagascar, le respect de l'aîné, c'est toujours sacré. Donc, si on arrive à mettre en place donc, ce respect sur tout ce qui est bonne pratique, tout de suite, il y aura beaucoup d'adhésion par rapport à cette pratique. Par exemple, chez nous, donc, ce sont les aînés qui sont servis en premier lieu. Donc, si on arrive toujours à respecter ça, euh, tout de suite, il y aura une adhésion facile par rapport à cette pratique. Et pour faciliter tout ça, donc il y a là, maintenant, on va parler de la cellule de gouvernance locale. Bon, on essaie de faciliter les choses, donc on essaie de travailler, on essaie d'adapter avec tout ce qu'il y a localement. Donc, il y a trois entités pour la gouvernance locale. Donc, il y a les comités des charges. Là, c'est pour la légitimité rurale. Donc, les comités des charges, ce sont les aînés, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est eux qui essayent de régler, de gérer les conflits entre, entre les acteurs. Et c'est eux qui garantissent donc la cohésion sociale. Et il y aura aussi le comité de l'œil. Donc, ce sont les techniciens qui vérifient donc la conformité de la bonne pratique par rapport aux exigences du marché international. Donc ça, il y aura les jeunes et les techniciens qui sont membres de cette entité. Et la troisième entité, c'est le comité du marché. Donc c'est celui qui c'est le metteur en marché. Donc c'est l'agrégation et commerce. Donc celui qui s'occupe de tout ce qui est logistique et interface avec la plateforme Sustainable Community. Parce que là, donc, on a mis en place une communauté durable pour que tout le monde donc se réunisse autour d'une vision et, euh, et essaye d'atteindre l'objectif, un objectif commun. Donc, et comment faciliter tout ça? Donc, il y a la code, on essaie de coder la norme sans texte parce que comme il a été dit, donc, ce sont la plupart des producteurs elles sont analphabètes. Donc, on met en place donc des textes et à travers des images. Et c'est à travers des images que ces petits producteurs essaient de comprendre donc tout ce qui est règlement. Ici, donc, l'exemple, quand c'est en vert, donc, c'est, c'est, c'est de pratiques conformes. Mais quand c'est en rouge, ce sont des interdits et ce sont des stricts, ce sont des interdits stricts. Et ici, donc, il y a le serment, parce qu'à Madagascar, ça, c'est encore sacré. Donc, le serment, ça s'appelle din en malgache, c'est un engagement oral sacré. Et c'est ça qui remplace donc le contrat papier incompris par un engagement validé par la communauté. Et donc, des fois, il suffit de, de respecter le din, de jurer devant tout le monde. Et là, donc, ça équivaut à un contrat papier. Donc, c'est une valeur morale supérieure à la signature parce que c'est fait devant les aînés et c'est fait devant les hauts responsables et surtout les autorités locales. Donc, pour faciliter tout ça, donc, on a mis en place donc, une application qui s'appelle Oliapli. Donc, c'est la digitalisation du processus. Donc, actuellement, surtout après la venue de l'IA, tout le monde s'est rendu compte que tout est devenu beaucoup plus facile. Même pour ceux qui ne savent pas, qui ne s'y connaissent pas en informatique, ils arrivent à comprendre pas mal de choses actuellement. Donc, c'est un levier digital. Donc, c'est transformer le déclaratif en prouvable.
Donc, ça, c'est notre application, c'est l'application qu'on a mis en place. Donc, seulement à l'aide d'une smartphone qui coûte pas grand-chose actuellement ces derniers temps. Donc, à l'aide de de cet outil, donc, on peut prendre les photos et les vidéos et tout se transmet en temps réel dans dans un serveur. Donc, et tout se sait en temps réel. Donc, tout ce qui est bonne pratique sur le lieu de production, donc, se savent en temps réel. Et là, donc, ça va faciliter le, le travail des auditeurs parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer là-bas, mais ils savent en temps réel qu'est-ce qui est en train de se faire, qu'est-ce qui est en train de se pratiquer. Et il en est de même donc pour les contrôles internes. Donc, il suffit donc d'avoir des photos et et des vidéos, et c'est ça qui va servir de preuve. Donc, et dans ce contrôle interne, donc, comme c'est digitalisé, donc il y a les photos, mais c'est géolocalisé. Donc, on sait d'où ça vient exactement. Donc, il y a tout ce qui est horodaté. Donc, on sait à quelle heure ça a été prise. Et donc, tout se sait et c'est pas falsifiable, donc, parce qu'en temps réel, tout se sait. Et cette application, donc, ça permet de réduire les coûts de supervision et garantit surtout la crédibilité des données aux acheteurs internationaux. Parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est vraiment infalsifiable. Et aussi, c'est 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 crédible. Et à travers ça, donc, on a une traçabilité en temps réel. Donc, le suivi des lots, donc, ça devient facile parce qu'actuellement, donc, les producteurs, ils n'auront plus besoin d'écrire, mais il suffit de prendre des vidéos et tout de suite, ça se transmet c'est tout de suite transmis dans un serveur et les auditeurs et les contrôleurs internes, ils savent en temps réel qu'est-ce qui est en train de se faire, où se trouve le produit actuellement, euh, sur, euh, sur quelle étape. Et, et, et c'est comme ça donc que ça se présente la traçabilité à travers ce système participatif de garantie. Et aussi, donc, il y a des modules de formation parce qu'il y a des formations à distance à travers toujours le même outil. Parce que actuellement, surtout après la venue de Starlink, euh, tout le monde peut être connecté là où il est. Donc, ils peuvent suivre des formations et souvent, ce sont à défaut des formations. Donc, euh, les producteurs, des fois, ils commettent des erreurs à défaut des formations. Mais actuellement, ils peuvent se former en temps réel, ils peuvent se former là où il est. Donc, il n'y a plus de barrière pour tout ce qui est formation. Donc, voilà l'Oliapli. Donc, c'est une technologie au service de la confiance. Parce que c'était ça le souci du commerce. C'est pourquoi il fallait des certifications. Il fallait être certifié par plusieurs référentiels. Mais à travers l'Oliapli, donc, c'est tout ceci en temps réel. Et, et avec l'Oliapli, donc, c'est une application que nous-mêmes, nous avons mis en place. Donc, il est impossible de sauter une étape. Donc, ça sert encore à renforcer donc, la crédibilité du système. Et comme c'est horodaté et géolocalisé, donc, c'est une preuve irréfutable et c'est accessible à tout le monde. Et surtout par rapport à tout ce qui est guidage vocal, en dialecte locaux surtout, et ça permet à tout le monde de connaître, de savoir ce qu'il faut faire. Donc, ça, là, c'est la compétitivité par la confiance. Donc, c'est un modèle économique fiable
et avec un impact mesurable, surtout pour les producteurs. Donc, c'est un modèle de pérennité parce que c'est le trade, not aid. Donc, nous, on essaie pas on essaie, mais on prélève une partie de la valeur ajoutée avec lequel donc on investit dans un fonds commun, déjà pour les contrôles internes, pour tout ce qui est sécurité sociale. Et c'est ça qui fidélise les acteurs par rapport au système qu'on a mis en place. Donc, ici, pourquoi eux, ils adhèrent? Parce que tout de suite, donc, on voit ici, avant la mise en place de SPG, ça ne valait que 5,4 millions d'arias le tonne de girofle. Et après, quand c'est après le SPG, donc c'est beaucoup plus valorisé et c'est devenu 8,1. Donc il y avait une augmentation de 51% après être certifié par ce système. Donc, et ce système, donc, c'est un système qui répond aux EDD, donc c'est un système durable. Et on voit tout de suite, donc ici, tout ce qui est impact social. Donc, il y a des enfants scolarisés, surtout à partir de la digitalisation. Donc, même s'il y a des manques d'instituteurs, on a mis en place donc des télé, des Smart TV et des Starlink en brousse. Et maintenant, donc, les enfants, même s'il y a pas d'instituteurs, ils peuvent suivre en temps réel donc tout ce qui s'apprend en milieu urbain. Donc, il en est de même donc, pour la santé, comme il manque des, souvent en Afrique, donc il n'y a pas assez de... Oui, ouais, ouais, il reste un slide. Oui, donc en Afrique, donc il n'y a pas assez de médecins, donc, et là, donc, avec la digitalisation, on peut faire des consultations à distance et surtout la suivi des intoxications des pesticides. Et donc, comme il a été dit, donc, il y a, il y a un impact économique surtout. Et ça, surtout par rapport à l'environnement, donc on essaie de séquestrer des carbones à travers l'agroforesterie. Et le crédit carbone, ça va servir à améliorer donc la caisse commune. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci d'avoir suivi la présentation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fally. On va passer maintenant à la session de questions et réponses. Bon, on manque de temps, donc on ira vite. Donc, je commencerai donc avec Jane. Question pour vous, Jane. Donc, vous êtes en charge de recherche sur le terrain. Dans quel pays avez-vous donc acquis votre expérience agronomique? Alors, nous menons des recherches sur le terrain, mais au niveau de l'OCDE, nous nous concentrons plus sur le développement de documents de consensus, tels qu'on les appelle. Et donc, une des études de cas que j'ai montrées, où il y avait deux documents, donc l'un avec les bactériovirus. En l'occurrence, ce sont ce qu'on appelle des documents de consensus qui ont été mis en place en utilisant donc des revues systématiques. C'est un travail que nous faisons en collaboration avec l'UE et l'AFSA et on essaye de caractériser certains aspects de ces biopesticides. Donc, par exemple, on considère des choses comme les risques à la santé humaine, les risques aux organismes non cibles, qu'ils produisent des produits des toxiques ou des peptides, hein. Donc tout ceci est évalué. Et cela mène à un consensus généralisé. Euh, et donc bien sûr, il y a nous, mais il y a de nombreux régulateurs qui collaborent avec l'OCDE sur ce type de document, ce qui permet d'arriver à un cadre commun
Euh, et en règle générale, avec les biopesticides, les risques sont bien plus bas que quand on a affaire à des pesticides conventionnels. Et donc, on peut accéder à ces documents depuis le site internet de l'OCDE et nous mettons en place plus de documents de ce type pour aider les personnes à passer aux biopesticides. Alors, parfois, on a besoin d'un mix des deux, hein, le conventionnel et le bio, mais l'idée est de réduire l'utilisation des produits chimiques, et augmenter l'utilisation des biopesticides. Merci beaucoup, Jane. J'ai une question pour Andrea et Charles. C'est une question sur la base de données. Euh, Est-ce qu'il y a une base de données à Grinfo où l'on peut trouver des informations telles que donc les LMR, ou les pesticides, euh, avec des informations sur les emballages, les étiquetages? Donc, question pour Andrea et Charles. Andrea d'abord, s'il vous plaît. Alors écoutez, je ne suis pas au courant de ce type de plateforme, mais peut-être que sera plus à même de répondre à cette question. D'accord, Charles? Alors, je, je suis sûr que l'UE euh, est documentée, mais je ne suis pas au courant. Ensuite, peut-être il faut contacter des personnes techniques. Enfin, pour l'instant, je suis pas sûr, hein, donc peut-être qu'il faut contacter le centre de recherche joint. Peut-être qu'ils auront des informations. On va voir si ils peuvent répondre à vos questions. Merci, Charles. Nous avons une question pour Monsieur Fally également. Est-ce que les SGP sont reconnus par l'UE comme un système de management certifié? Pour Monsieur Fally. Bon, on est en cours de certification actuellement. Justement, c'est un système qu'on est en train de mettre en place à Madagascar et ça vient d'être reconnu par notre État parce qu'il y avait un décret d'application qui vient de sortir il y a 20 jours de cela et ça sera appliqué donc dans notre pays. Une fois que c'est bien appliqué, donc là, à travers la filière litchi, donc cette année, on va essayer d'exporter 1000 tonnes de litchi de qualité et tout sera suivi en temps réel par rapport à tout ce qui est bonne pratique d'hygiène, bonne pratique environnementale. Et c'est là que les consommateurs et les acteurs, ils vont attester est-ce que ça répond vraiment aux normes exigées par le marché européen. Donc, c'est là où le stade où on est actuellement. Alors, concernant les questions restantes, bon, nous n'avons plus assez de temps, donc on y répondra par email. Et j'aimerais maintenant donner la parole à AOFA pour la conclusion et les prochaines étapes. Je vais passer en Merci à français. tous les panélistes, merci à tous les participants. Effectivement, comme José vient de le dire, nous n'avons pas pu couvrir toutes les questions, mais nous allons les remonter, donc remonter les conversations dans notre forum Agri-Innovators, donc qui est la plateforme qui a été mise à disposition par vous et pour vous, donc pour vous permettre d'avoir un espace d'échange, d'interaction, de collaboration, de connexion. Donc, nous allons vous prier de bien vouloir rejoindre ce forum sous la thématique de la session afin de pouvoir approfondir les échanges. Donc, toutes les questions que vous avez pu laisser dans le chat que je trouve très pertinentes seront abordées là et seront reconduites éventuellement par nos différents panélistes dont nous vous invitons à rejoindre le forum. Et donc, je profite de cela pour renouveler encore nos remerciements à tous les participants aux panélistes qui ont entretenu un échange de qualité aujourd'hui. Et je pense que les discussions nous ont clairement montré que naviguer donc les réglementations de l'Union européenne, ce n'est pas seulement une question de conformité, mais aussi
C'est aussi une question d'anticipation, de stratégie que chaque entreprise devra mettre en place à son niveau. Et nous avons connu donc récemment des évolutions, qu'il s'agisse de pesticides, de contrôle aux frontières, d'influence pour l'accès au marché et des conditions de compétitivité. Et je pense que les différentes interventions aujourd'hui nous ont permis de mettre en lumière les différentes implications très concrètes pour nos entreprises. Et nous avons souligné donc l'importance des systèmes fiables de gestion des résidus pour réduire les risques à l'export, mais également vu que l'emballage vraiment devient un enjeu stratégique aujourd'hui, et je pense que Charles l'a clairement mentionné dans sa présentation, qui nécessite des adaptations et une coordination renforcée avec les différents acheteurs. Et nous avons entendu, donc nous avons pu comprendre que les différentes réalités du terrain, notamment pour les exportateurs et les PME, ainsi que l'adaptation nécessaire en fait qui représente un défi auquel les entreprises doivent faire face. Et je pense que Fali clôture bien la présentation avec son outil et qui nous permet de montrer que les solutions innovantes existent et qui sont capables de pouvoir accompagner et faciliter la mise à conformité, pardon, euh, la rendant plus accessible et renforçant du coup la confiance au sein des différentes chaînes de valeur. Et je pense que pour retenir des éléments aujourd'hui, nous devons retenir essentiellement que nous devons mieux anticiper donc les différentes évolutions réglementaires. Nous devons investir également donc dans les systèmes de traçabilité, de contrôle et de conformité. Nous devons aussi penser à renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne de valeur et soutenir donc les innovations qui accompagnent la transition. Donc, je tenais quand même aussi à présenter une plateforme. Je vais prier ma collègue de partager l'écran. Donc, une plateforme qui a été mise en place. Je parle de l'International Research Consortium, qui est une plateforme Afrique-Europe, donc qui connecte les recherches, les innovations et les acteurs du secteur. Et c'est une opportunité pour vous, chers exportateurs, chers chercheurs, chers experts, de pouvoir accéder donc à des connaissances concrètes, à développer des collaborations également et participer activement à la transformation des systèmes agroalimentaires. Donc, vous pourrez aller sur le site, je pense que c'est dans le chat, vous connecter, regarder un peu les ressources disponibles et partager, intégrer justement la communauté. Et une fois encore, je tenais à remercier aux différents intervenants. Merci José pour la modération. Merci à mes différents collègues Nina, Gaëtan et Inès en background et à l'équipe des interprètes qui nous accompagnent sans hésitation donc dans ces différentes séries. Et nous vous donnons rendez-vous, je dirais, tout à l'heure dans le forum ou tout au long de cette semaine dans le forum Agri-Novetos, encore une fois, pour poursuivre les échanges et rendez-vous également en mai, donc pour la prochaine session au cours de laquelle nous allons aborder justement la, le rôle donc de l'intelligence artificielle. Je vous remercie et merci pour vos échanges, merci pour votre active participation dans les chats. Merci à tous et bonne suite de journée. Merci. Merci beaucoup à UEFA. On se revoit lors de la prochaine session. Et un grand merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci aux orateurs et merci aux équipes de collègues pour cette excellente organisation. Et encore une fois, on vous invite à participer au prochain séminaire. On espère que vous pourrez participer. Et merci beaucoup. C'est l'heure de clôturer donc ce 12e webinaire OCDE Collé AD. Merci.